Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur RTI 1. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le président Alassane Ouattara a accordé 2 audiences hier lundi au palais de la présidence de la République. La première à la ministre des Affaires étrangères du Japon, Kamikawa Yoko, en visite de travail en Côte d'Ivoire. Les axes de coopération entre les 2 États ont été élaborés. Alassane Ouattara a également reçu le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, le général Michael Langley, est venu aborder les sujets d'ordre sécuritaire dans la sous-région. Robert Begré-Mambé, lui, a été reçu hier par William Ruto, président du Kenya. Le Premier ministre, porteur des messages du président Ouattara, son homologue kenyan, séjourne à Nairobi. Il représente par ailleurs le chef de l'État à la 21e édition du sommet de l'Association internationale du développement pour l'Afrique, l'IDA, qui est un puissant outil de développement de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire a célébré la 22e journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Cette journée a été placée sous le thème « Impact du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail ». La thématique est une invitation aux États à redoubler d'efforts dans la lutte contre les effets délétères du changement climatique. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 13h et quel meilleur choix pour vous informer. Les axes de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon se sont renforcés ces 10 dernières années et vont connaître une accélération. C'est ce qui ressort de l'audience accordée par le président Ouattara à la ministre des Affaires étrangères du Japon, Kamikawa Yoko. Autre annonce importante, c'est que l'Empire du Soleil Levant et la Côte d'Ivoire organisent en fin d'année à Abidjan le Forum économique public-privé Japon-Afrique. Mahama Traoré était au palais de la présidence de la République. Son reportage. Dans quelques mois, la phase 2 de l'échangeur Shinzo Abe de l'amitié ivoiro-japonaise sera ouverte à la circulation. Preuve que l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Japon est au beau fixe. C'est d'ailleurs par la Côte d'Ivoire que la ministre des Affaires étrangères du géant asiatique débute sa première tournée en Afrique subsaharienne. Kamikawa Yoko est venu réitérer au chef de l'État ivoirien la confiance que son pays place en la Côte d'Ivoire. Confiance qui devrait se manifester par un appui accru du gouvernement japonais à plusieurs projets de coopération. Le Japon considère votre pays, qui maintient chaque année un taux de croissance économique élevé et bénéficie d'un environnement des affaires stable et favorable, comme une porte d'entrée pour rayonner vers la région francophone de l'Afrique de l'Ouest et continuera à renforcer les relations économiques entre nos 2 pays. Alors que l'instabilité dans la région du Sahel continue de se prolonger, le maintien de la stabilité politique et économique en Côte d'Ivoire est la clé de la paix et de la stabilité régionale, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Pour cette raison, le Japon contribuera à la paix et à la stabilité dans la région en renforçant les capacités de contrôle des frontières et de réponse d'urgence dans la région du Nord, en améliorant les services publics et en soutenant les réfugiés demandant l'asile dans la perspective de femmes, paix, sécurité. Le Japon continue à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire pour atteindre cet objectif. Nous avons également confirmé que nous travaillons de concert avec la Côte d'Ivoire pour promouvoir des valeurs communes telles que l'État de droit et la démocratie. Pour sa part, le président Alassane Ouattara loue la qualité des relations entre son pays et l'une des premières puissances économiques mondiales. Le Japon et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations d'amitié depuis 1966, quelques années après notre indépendance. Et ces relations sont des relations de confiance. La Côte d'Ivoire a reçu de nombreux investissements du gouvernement japonais et bien sûr dans tous les secteurs, le secteur des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, du social. Et nous avons participé à plusieurs TICAD, c'est-à-dire c'est le Tokyo International Conference pour le développement de l'Afrique, qui aura sa 9e session l'année prochaine. Et nous serons bien sûr présents. Et Madame la ministre des Affaires étrangères nous a informé également que la Côte d'Ivoire pourrait abriter, si nous en étions d'accord, ce à quoi nous avons donné notre accord, un forum économique Afrique-Japon du secteur privé en décembre prochain. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est véritablement une place attractive depuis
Donc la performance que nous avons eue avec la Cannes. Et d'ailleurs, nous avons près d'une vingtaine d'entreprises japonaises qui sont présentes actuellement en Côte d'Ivoire et nous pensons qu'il y aura une accélération de la mise en œuvre du montage des véhicules Toyota dans les meilleurs délais. Le forum dédié au secteur privé, annoncé pour décembre prochain, vise à booster les échanges économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Japon. La coopération économique, c'est bien. La coopération militaire l'est aussi car elle assure la vitalité de la première. Le président Alassane Ouattara a, dans cet élan, accordé une audience au commandant de l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Le général Michael Langley et le chef de l'État ont fait le tour de la coopération militaire entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, non sans oublier d'évoquer également les crises qui secouent la sous-région ouest-africaine et les moyens d'y mettre fin. On retrouve sur place Mahama Traoré. Le général Michael Langley est à sa deuxième visite de travail en Côte d'Ivoire depuis sa prise de fonction en août 2022 à la tête du commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africom. À chaque fois qu'il est reçu par le président Alassane Ouattara, les deux personnalités ne manquent pas d'évoquer les enjeux sécuritaires dans la sous-région, notamment la lutte contre le terrorisme, pour laquelle l'appui des États-Unis d'Amérique ne fera pas défaut à la Côte d'Ivoire. Si je suis encore revenu, c'est pour pouvoir renforcer nos relations et aussi permettre de pouvoir avoir plus d'informations ou aider mieux la Côte d'Ivoire à pouvoir résoudre ces questions de sécurité qui règnent dans la sous-région. Il faut dire que nous sommes conscients du fait que la menace existe, la menace est bien réelle et nous sommes, on va dire, là pour renforcer nos différents partenariats en matière de sécurité avec la Côte d'Ivoire, de sorte à pouvoir mener à mieux cette mission de pouvoir aider à éliminer tout ce qui est violence extrémiste au niveau de la sous-région. Et l'une des raisons pour lesquelles encore je suis là, c'est aussi pour féliciter la Côte d'Ivoire pour cette belle organisation, cette organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations. Basé à Stuttgart en Allemagne, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africom, a pour mission de coordonner l'ensemble des activités sécuritaires et militaires des États-Unis en Afrique. Rendons-nous à présent au Kenya où s'est ouverte hier la 21e édition du sommet de l'IDA, l'Association internationale du développement pour l'Afrique, un guichet de la Banque mondiale qui doit permettre d'améliorer l'accès au financement et le processus de décaissement des ressources pour renforcer la résilience des pays à faible revenu. Le chef de l'État Alassane Ouattara y est représenté par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. À la tribune de l'IDA, le chef du gouvernement a porté la voix de la Côte d'Ivoire et de fort belle manière, comme nous le montrent nos envoyés spéciaux à Nairobi, Alexis Ouedraogo et Ulrika Dongo. L'Association internationale de développement pour l'Afrique, IDA, est un outil de la Banque mondiale qui permet aux pays à faible revenu d'avoir accès à des financements. C'est le guichet auquel les moins développés ont accès. Ils n'ont pas accès forcément à des ressources plus chères. Dans un environnement de crise successive, des politiques monétaires à l'international qui sont assez restrictives, compte tenu de l'inflation mondiale, l'argent est devenu de plus en plus cher et beaucoup d'entre nous n'ont même plus accès au marché des eurobonds. D'où l'initiative gagnante du président de la République de faire porter le plaidoyer par les pays concernés eux-mêmes. Ce mardi à Nairobi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part aux travaux de l'IDA 21 qui, selon le président de la Banque mondiale, reste engagé à faire front commun avec les États africains. Au nom de ceci, justement, le président William Ruto du Kenya a appelé à tripler la capacité de financement de l'IDA d'ici 2030. Aujourd'hui, plus que jamais, le financement concessionnel à long terme est vital. L'Afrique est prête à transformer son agriculture, sa sécurité, son accès à l'eau et à l'énergie, tout en créant des opportunités d'emploi pour plus de 4 millions de jeunes via les petites et moyennes entreprises. William Ruto exhorte à des de gouvernance solide pour la discipline budgétaire, la mobilisation des recettes intérieures, l'élaboration de politiques favorables aux investisseurs et surtout la lutte contre la corruption. Des mots soutenus par le Premier ministre ivoirien. Les gouvernements des pays à faible revenu doivent aujourd'hui faire face à des défis majeurs et de plus en plus importants dans un environnement de ressources limitées. La Côte d'Ivoire
qui a porté le plaidoyer pour la mobilisation des ressources de l'IDA 20, est engagé à poursuivre ses efforts pour une reconstitution conséquente de l'IDA 21. Le communiqué final rendu par le président de la Mauritanie indique la volonté des États d'unir leurs forces pour utiliser à bon escient les ressources de l'IDA et insuffler une croissance forte au continent. Et dans cette même veine est annoncé du 9 au 10 octobre prochain à Abidjan un sommet économique africain en faveur de la mobilisation des financements majeurs. Et toujours à Nairobi, en marge de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'IDA, le Premier ministre a été reçu par le président du Kenya, Robert Begremombe, était porteur d'un message du chef de l'État, Alassane Ouattara. On en sait un peu plus avec Alexis Ouedraogo. En marge du sommet des chefs d'État de l'IDA qui se tient à Nairobi, le Premier ministre Robert Begremombe a été reçu en audience ce mardi par le président kenyan William Ruto. D'abord, pour lui exprimer au nom du président Alassane Ouattara toute la satisfaction qui a été la nôtre de l'invitation qui a été adressée à la Côte d'Ivoire afin de participer à ce sommet constitutif sur l'IDA 21. Ensuite, nous avons noté avec intérêt la grande amitié que les Kenyans vouent à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens ainsi qu'au président de la République. Et nous avons abordé des questions d'intérêt bilatéral et surtout mis ensemble les fondements d'une coopération très renforcée entre le Kenya et la Côte d'Ivoire. Nous avons surtout noté toute la grande mobilisation qui a été celle des chefs d'État autour de la question de l'IDA. Et vous savez, comme le disait le vice-président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, l'idée du sommet des chefs d'État pour définir les fondamentaux de l'IDA pour l'Afrique a été celle du président Alassane Ouattara. Et la Banque mondiale l'a apprécié fortement et nous ne pouvons que nous réjouir de la qualité des travaux qui nous ont été servis ici. Il nous a rappelé que nous étions champions d'Afrique et que, compte sur la Côte d'Ivoire pour être champion en plusieurs domaines, dans le domaine social, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du numérique, et que la Côte d'Ivoire est une référence. Il suffit pour nous autres de travailler avec acharnement et beaucoup d'humilité, parce que le champ est vaste et les succès qui nous attendent sont encore nombreux. Le chef du gouvernement regagne Abidjan ce mardi. Mauvaise gouvernance, terrorisme, changement anticonstitutionnel de gouvernement. Bref, ce sont autant de mots qui minent la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le Conseil des sages de la CEDEAO veut transformer ces défis actuels en opportunités de paix. Et depuis hier lundi, ils sont réunis ici à Abidjan pour développer des idées plus mûries et proposer des solutions idoines pour une paix durable. La rencontre se tient autour du président du Conseil des sages de la communauté, Goodluck Ebele Jonathan, ancien président du Nigeria, des précisions de Marie-Chantal Akandan et Jacob Kiniboa. À Abidjan, les regards sont tournés vers la réflexion sur la diplomatie préventive, alors que les leaders de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réunissent pour discuter des défis de gouvernance, de paix et de sécurité dans la région. Une rencontre sous l'égide du Conseil des sages de la CEDEAO. Ces personnalités influentes convergent pour transformer les crises de la sous-région en opportunités de paix. Actuellement, on a tellement de défis dans notre sous-région avec les fléaux des coups d'État, les pays qui ont déclaré leur intention de quitter la CEDEAO. Il y a d'autres problèmes dans notre sous-région et on pense que c'est le moment pour avoir cette retraite de cet organe très important pour, n'est-ce pas, discuter de toutes ces problématiques, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour apaiser la situation sécuritaire, politique dans notre sous-région. La représentante résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire salue la tenue des travaux dans ce pays, symbole de paix et de stabilité. Le président Alassane Ouattara est un homme de paix, un homme de dialogue, qui encourage ce genre d'activité dans son pays afin que les personnes concernées puissent se rencontrer ici, se concerter et discuter ensemble sur des solutions
à trouver pour sortir donc de ces défis et de cette crise actuelle. Réunissant des hauts responsables et des personnalités éminentes reconnues pour leur engagement en faveur de la paix, le Conseil des sages de la CEDEAO, présidé par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, promet des discussions franches et constructives, avec pour vision ultime un avenir pacifique et prospère pour l'Afrique de l'Ouest. À ce stade du 13h, prenons ensemble connaissance de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015, portant code du travail en Côte d'Ivoire, le mercredi 1er mai 2024, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Un communiqué signé Maître Adama Camara. Et puisque nous parlons du travail, la Côte d'Ivoire a célébré à l'instar des autres pays la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Pour une première édition, le pays veut identifier l'impact du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail avec un objectif clair, inviter toutes les nations à conjuguer les efforts pour freiner le réchauffement climatique. On en sait un peu plus avec Jean-Marc Diadji. Ces échanges se tiennent dans le cadre des journées promotionnelles de la prévention de la santé et de la sécurité au travail. Initiées par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en partenariat avec l'Organisation internationale du travail, cette activité marque la commémoration de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, célébrée tous les 28 avril de chaque année. En Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, déclare en moyenne 7000 cas d'accidents de travail par an et une cinquantaine de cas de maladies professionnelles. Les acteurs du monde du travail réfléchissent sur une politique nationale de la sécurité et de la santé au travail. Les axes prioritaires concernent notamment le renforcement du cadre juridique en matière de santé et de sécurité au travail. Ensuite, il faut procéder à la mise en conformité de tous les lieux de travail en matière de sécurité et de santé au travail. Il faut améliorer la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Impact du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail. Tel est le thème choisi de cette 22e journée célébrée pour la première fois en Côte d'Ivoire. Cette année, il s'agissait de voir comment est-ce que les changements climatiques à travers l'augmentation des températures, les phénomènes météorologiques extrêmes, les produits agrochimiques, les rayons ultraviolets, comment tout cela impacte sur la sécurité et la santé des travailleurs et surtout quelles sont les actions qui doivent être mises en place au niveau national. Notre pays s'est résolument engagé à prévenir les risques professionnels à travers plusieurs actions, entre autres l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail, les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail en matière de sécurité et de santé au travail, qui ont été ratifiées par notre pays, le cadre juridique et institutionnel de la santé et de la sécurité au travail, qui a été renforcé à la faveur de l'adoption du Code du travail de 2015 et de certains de ses décrets d'application. Selon le Bureau international du travail, BIT, chaque année, 2,2 millions de travailleurs meurent dans le cadre de leur travail. 280 millions d'accidents du travail et 160 millions de cas de maladies professionnelles sont enregistrés à travers le monde. Et nous arrivons à présent au chiffre de ce 13h, 225 000. C'est le nombre d'enfants âgés de 0 à 17 ans vivant en Côte d'Ivoire avec l'autisme. L'autisme, vous le savez, ce trouble du développement qui affecte la capacité de l'enfant à interagir avec les autres, à communiquer. Le coût élevé des soins fait hélas partie des grandes difficultés qu'affrontent au quotidien les parents d'enfants autistes. Mais ce handicap peut être maîtrisé si le dépistage est vite fait. Tous les jours, des enfants sont pris en charge au centre Marguerite Bonlé, le seul service spécialisé dans le diagnostic et la prise en charge de l'autisme en Côte d'Ivoire. Un focus signé Victorine Oyoboué, Franco Adio. Depuis une dizaine de minutes, Pascal, un adolescent de 15 ans, est au sport. Dans la peau du coach, Dr Bissouma, la pédopsychiatre qui suit le jeune homme vivant avec l'autisme. Voilà, encore une fois. Donc j'essaie quand il vient à chaque fois de lui accorder un peu de temps, de parler un peu avec lui. Je n'ai pas pu lui accorder du temps. Il est contrarié. Malgré ce handicap, Pascal semble épanoui.
Pascal, toi, tu as quel âge? 15 ans. Et toi, quelle classe? CM1. J'aimerais devenir un docteur. Le fait que l'adolescent mène une vie presque normale est le résultat d'un suivi constant, même si le dépistage de son autisme n'a pas été précoce. Pourtant, la prévention de l'autisme, qui est en réalité le diagnostic précoce de ce trouble neurodéveloppemental, est le moyen le plus efficace pour éviter, sinon réduire, le handicap. Il n'existe pas de test qui permette, quand une femme est enceinte, de savoir si le bébé aura ou non de l'autisme. Voyez, s'il existe des facteurs de risque, ou s'il y a déjà de l'autisme dans la famille, c'est impératif de surveiller le développement du bébé qui est né. Donc si on parle de prévention, ce serait d'agir en amont à ce niveau-là. Malheureusement, la prise en charge au centre Marguerite Tébonlé, seul service public spécialisé pour le diagnostic et la prise en charge des personnes autistes en Côte d'Ivoire, est interrompue depuis le mois d'octobre 2023. En 6 années, le centre a donné des soins à environ 500 personnes comprenant des enfants, des adolescents et des adultes. On avait avant la fermeture une trentaine d'enfants qu'on suivait régulièrement. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on gère les urgences. En attendant la réouverture du centre, la responsable travaille à l'amélioration du traitement via des formations en Europe. On a fait une formation sur la méthode d'analyse appliquée du comportement. Avant la fermeture du centre, il y a un enfant qu'on avait depuis 3-4 mois. Et l'équipe avait beaucoup de mal à stabiliser en fait. Voilà. Et là, on voit avec la nouvelle méthode qu'en 3 semaines, déjà l'enfant est beaucoup plus calme, les premiers mots commencent à apparaître. Les estimations donnent plus de 225 000 enfants de 0 à 17 ans autistes dans le pays les 10 dernières années. Le ministère de la Santé est conscient de l'importance d'un service public spécialisé pour parachever la prise en charge des établissements publics et privés généralistes. Tout le mois d'avril 2024 consacré à la sensibilisation à l'autisme en est la preuve. D'ailleurs, le Programme national de santé mentale chargé de la coordination des actions précise les initiatives prévues pour l'accompagnement des personnes affectées. L'autisme, les premiers signes apparaissent dès la naissance, avant l'âge de 3 ans. L'une des réalités, c'est le coût élevé de la prise en charge. Désormais, jusqu'en 2025-2026, à partir des 10 pôles régionaux, il va avoir la mise en place de centres spécialisés pour une prise en charge à moins de coûts. Il y a la formation en cours des sages-femmes spécialisées, des médecins généralistes dans le domaine de la petite enfance pour prendre en charge les troubles du développement en attendant qu'il y ait des spécialistes à partir de 2026-2027. D'autres actions urgentes s'imposent, étant donné que les cas d'autisme sont croissants en Côte d'Ivoire, avec 2 pics déjà observés. Après la crise de 2011, on a commencé à avoir beaucoup d'enfants qui avaient de l'autisme, en fait. Et on en était arrivé même entre 2012, 2013, 2014, à avoir pratiquement 30% des patients qui venaient en consultation de pédopsychiatrie qui avaient de l'autisme. Après la crise aux déchets toxiques, donc disons 2008-2009, on a eu une flambée des cas d'autisme. Des déchets toxiques déversés en 2006 à Abidjan, des produits dangereux jetés çà et là dans la nature, source de pollution avec pour conséquence de graves troubles neurodéveloppementaux tels que l'autisme. Faire connaître la réalité de l'autisme dans notre pays, mais surtout inviter au sens de la responsabilité quant aux facteurs à risque. C'est le but du concept d'Avril Bleu instauré cette année par le ministère de la Santé. Un focus qui est aussi une invitation à tous à vite faire le diagnostic pour réduire l'impact de ce handicap sur les enfants et en faire des champions. Champion, le mot est dit, et la RTI le sait bien puisque la radio-télévision ivoirienne a glané 8 distinctions à la nuit de la communication, soirée des Ébonies 2023. Une véritable razzia car ce chiffre constitue la moitié du palmarès présent cette année. Mais quels sont les ingrédients d'un tel succès? Franck Wadio a rencontré les lauréats mais aussi les responsables de la RTI. Voyons son sujet. Podium. Cérémonie des Ébonies 2023 dans le décor doré de l'antre habituel. Un nom sonne et sonne encore. Le super Éboni Ligua Aimé
Ebony Radio et 2 prix spéciaux avec lui. Kone Bintou Pekele Ebony Télé, 2 prix sectoriels et le meilleur présentateur télé Hamza Diaby, mais aussi la directrice des journaux d'information Abiba Dambélé Saoué, nommée présidente du comité de pilotage pour la mise en œuvre de la Fondation Noël Ebony. Tous les 4 ont un point commun. Ce sont des agents du groupe RTI. Au total, 8 distinctions et 1 nomination pour la Maison Bleue, soit la moitié du palmarès cette année. Gros pourvoyeur Radio Côte d'Ivoire. Nous allons à la rencontre de Super Ebony. Pas difficile à trouver. Les trophées en évidence à la salle de rédaction. Ligua Aimé à la tâche déjà, dès le lendemain de son sacre. C'est une jeune carrière, mais déjà dense quand même, en termes de lauriers glanés, mais en termes de défis à relever surtout. Et donc, cette fierté-là aujourd'hui, je la partage avec toute la direction générale de la RTI. Des valeurs de travail, mais aussi la recherche de l'originalité. On peut aller à l'intérieur du pays, faire des sujets là-bas. Et donc, 2 missions à l'intérieur du pays ont suffi pour que je sois aujourd'hui sacré Super Ebony. La première dans le Bunkani, où je suis allé à la rencontre de la brave population de Toubo. C'est dans le département de Teini, à une dizaine de kilomètres du Burkina Faso. Ce village-là qui fait face à l'arrivée massive des réfugiés burkinabés, c'est le symbole de la solidarité ivoirienne qui est à l'œuvre là-bas. Le travail, la valeur partagée par le manager, Sali Siloué Konaté. À la Radio Côte d'Ivoire s'entend, un journaliste, il est présentateur de journaux parlés, il est reporter et souvent, il est également responsable de magazines. Donc, c'est autant de travail qui finit par forger l'agent à Radio Côte d'Ivoire et qui le rend performant. Et je pense que c'est le cas de l'IME. D'une directrice à l'autre, la volonté partagée. Abiba Dambélé Saoué a été nommée présidente du comité de pilotage chargé de la mise en œuvre de la Fondation Noël Ebony. Son leitmotiv, l'excellence, déjà prônée par la RTI. Ce comité va promouvoir l'excellence, va œuvrer aussi à l'amélioration du prix Ebony. Ensuite, ce comité va s'occuper des questions de formation et de recherche de financement. Nous pouvons nous enorgueillir d'avoir plusieurs Super Ebony. Serge Koléa, Koné Pargassoro, il y a eu Claude Frantabout, Lassine Fofana. La politique de la direction des journaux d'information, c'est d'accompagner les journalistes d'excellence en Côte d'Ivoire. Des valeurs qui ont guidé les pas de Kone Bintou Pekele, les meilleurs journalistes télé, et de Hamza Diaby, meilleur présentateur télé, déjà sacré à 2 reprises. Quand je suis en train de préparer mon journal télévisé, je m'assure de faire exactement ce que j'ai appris à l'école. Donc je suis heureux que ça paye aujourd'hui. C'est l'aboutissement d'un travail acharné. Le groupe RTI qui mène la barque, le directeur général, au-delà de la satisfaction, se projette. Pour Fosseni Dambélé, c'est toute une stratégie pour pérenniser la qualité de service, celle de rendre disponible la bonne et juste information. Nous avons un vrai programme de formation et de renforcement des capacités. Et je peux vous dire que, par exemple, nous allons bientôt commencer avec l'UAR, des formations sur l'accompagnement des rédactions par l'intelligence artificielle. Et donc, nous faisons en sorte que nous soyons à la pointe. Et également, c'est le travail d'encadrement au quotidien par les rédactions, les chefs de service. Et c'est aussi les efforts pour doter les journalistes du matériel nécessaire à leur travail. Bien entendu, nous sommes dans un domaine très compétitif, très évolutif. Et il faut se mettre au goût du jour. Pour rappel, notons que le groupe RTI, qui fait feu de tout bois aux Ebony, ce n'est plus une surprise. Déjà à la 21e édition, sacré 6 journalistes et Serge Koléa Super Ebony pour l'année 2019. Dans l'actualité hors de nos frontières au Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye se rend aujourd'hui en Guinée-Bissau pour une visite d'amitié et de travail. Un déplacement plein d'enjeux chez le voisin. Le chef de l'État sénégalais va évoquer des dossiers bilatéraux entre les 2 pays, comme celui de la frontière maritime commune. La Guinée-Bissau et le Sénégal partagent en effet une frontière commune de plus de 300 km le long de laquelle sévit une rébellion vieille d'une quarantaine d'années, celle des indépendantistes casamançais. La Guinée-Bissau est aussi médiatrice dans ce vieux conflit. L'autre dossier, c'est le tracé de la frontière maritime commune, une frontière mal définie et qui fait l'objet d'un
litige dormant pour lequel des solutions jusqu'ici préconisées n'ont absolument donné aucun résultat. En plus de tout cela, il y a l'épineuse question des chalutiers chinois sans licence qui stationnent dans les eaux bissau-guinéennes et rachètent aux pêcheurs artisanaux sénégalais leur prise pourrait être également abordée. Un autre déplacement officiel, celui du président congolais Félix Tshisekedi en France. Il est arrivé hier lundi et va s'entretenir aujourd'hui avec le président Macron. Selon les spécialistes, nul doute qu'au programme de leur discussion figurera la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, le Nord Kivu, qui est le théâtre d'une offensive menée depuis 2 ans et demi par le mouvement rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Selon le journal Le Monde, Kinshasa tentera de nouveau de convaincre Paris de condamner plus fermement l'ingérence rwandaise sur son sol, en sanctionnant notamment à l'ONU le Rwanda. En amont de cette visite et dans un souci d'équilibre régional, le président français Emmanuel Macron a abordé le sujet au téléphone avec le chef de l'État rwandais Paul Kagame. Macron, selon l'Élysée, lui a demandé de respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Et voilà, nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui le fabriquent. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Restez sur la chaîne qui rassemble. Nos programmes se poursuivent. D'accord. Je vais écrire 2 phrases rapidement. Oui. Je reprends le lancement aussi. Que les titres. Hein. OK.